Il est 13 heures. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, les activités du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a visité les stations de pompage et de traitement d'eau, ainsi que le laboratoire d'analyse des sols de Sinématiali dans la région nord. Visite pour apprécier les avancées du pays dans la réalisation de ses objectifs de développement. Ils ont regagné leur pays, la Côte d'Ivoire. 60 ressortissants ivoiriens qui s'étaient réfugiés au Ghana en 2011 sont définitivement rentrés le 9 juillet dernier. Ce retour volontaire a été facilité par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Enfin, au Brésil, 54% de la population favorable à la destitution du président Jair Bolsonaro, selon un sondage. En Côte d'Ivoire, la réunion de haut niveau le 15 juillet prochain sur la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. L'IDEA, institution membre du groupe de la Banque mondiale, soutient les pays les plus pauvres à travers plusieurs projets de développement. Les précisions de Mahama Traoré. 60 ans d'action au service constant de la lutte contre la pauvreté. C'est ainsi que l'IDEA, l'Association internationale de développement, résume son existence. Membre du groupe de la Banque mondiale, l'IDEA voit le jour le 24 septembre 1960 avec pour principale mission d'aider les pays les plus pauvres de la planète. Son action englobe les secteurs sociaux clés de la santé, de l'éducation, de la protection sociale, de l'eau, de l'assainissement, de la bonne gouvernance et de la création d'emplois. Comme bilan, l'IDEA a apporté à ce jour plus de 8000 projets à travers une centaine de pays pour un financement s'élevant à 391 milliards de dollars. En 2019, le montant des prêts accordés par l'IDEA à la Côte d'Ivoire s'élève à environ 600 milliards de francs CFA. 37 pays comme la Chine, la Turquie et la Corée du Sud sont passés du statut d'emprunteur à celui de donateur. Ces donateurs se réunissent tous les 3 ans afin de reconstituer les ressources de l'IDEA. La 20e assise de ce genre se tiendra ce jeudi 15 juillet à Abidjan. Cette rencontre de haut niveau verra la participation d'une vingtaine de chefs d'État du continent. Elle penchera sur la relance résiliente des pays africains face à la crise économique de la Covid-19. Toujours en Côte d'Ivoire, des résultats satisfaisants enregistrés dans la mise en œuvre des services d'accès à l'eau potable, selon le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a en effet visité récemment à Sinématiali, dans la région nord, les stations de pompage et de traitement d'eau, ainsi que le laboratoire d'analyse des sols. Les explications dans ce reportage de Noël Gnagno. Wandika. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Korogo, la capitale à la région du Poro. Ici, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale et sa délégation sont au foyer de renforcement des activités nutritionnelles communautaires. Ce centre a été mis en place par le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Plus loin, à Sinématiali, visite d'abord du point d'eau, puis de l'usine de traitement. Ousmane Diagana se rend compte de l'avancée notable dans la réalisation du projet de renforcement de capacité en eau potable des villes de Korogo, Ferke et environ. Et s'est fait souligner les besoins. On a aujourd'hui les besoins de Korogo qui sont évalués à 15 000 m3. On a les besoins de Sinématiali qui sont évalués à 5 000 m3 et les besoins de Ferke qui sont évalués à environ à 7 000 m3. Il y a des villages qui sont autour, donc cela suppose que continuellement l'État doit pouvoir investir pour prendre en compte l'ensemble de ces localités pour ne pas qu'on soit à un niveau de saturation, à manque d'eau au niveau des populations. Avant-dernier site visité au pas de course de cet après-midi du dimanche 11 juillet, le laboratoire d'analyse spectrale des sols et des végétaux, un outil pour la gestion durable de la fertilité des sols en Côte d'Ivoire. Une composante du projet d'appui à la compétitivité de la chaîne des valeurs de la filière Anacad. Dernier arrêt du vice-président
Pour ce premier jour dans la région du Poro, le site, la zone agro-industrielle dédiée à l'anacarde. 2 arrêts pour le secteur de l'agriculture, un privilège apprécié à sa juste valeur. Il nous consacre donc 2 visites. Le laboratoire d'analyse des sols, des plantes et des engrais de Sinikali et cette zone industrielle en voie de construction. Donc pour nous, c'est un bon indicateur de l'importance de notre projet dans le portefeuille de la Banque mondiale. De ce parcours, le vice-président Ousmane Diagana en tire un constat et salue les politiques sectorielles du gouvernement. Je voudrais féliciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa vision de développement, pour les politiques sectorielles qui, en particulier, ont permis de générer ce projet. Et les résultats sont probants. Pour ce qui concerne l'eau, la Côte d'Ivoire atteint aujourd'hui un taux de 80%. 80% de la population ivoirienne a accès à l'eau. C'est largement au-dessus de la moyenne en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint l'objectif de développement du millénaire qui est de 84%. Donc nous allons travailler avec la Côte d'Ivoire pour non seulement que cet objectif soit atteint, mais que l'accès universel soit réalisé. Pour ce qui concerne la chaîne de valeur de l'anacarde, on a parlé tantôt, la Côte d'Ivoire est pratiquement le premier producteur mondial. Au-delà de la production, il faut maintenant veiller à ce que la transformation se fasse sur place, que la commercialisation ait lieu. C'est ça qui créera de la richesse, c'est ça qui permettra de lutter contre le chômage et donc créer des emplois pour les jeunes et en particulier pour les femmes. Ce sont plus de 200 milliards de francs CFA que la Banque mondiale consent pour la Côte d'Ivoire. Deuxième titre de ce journal, 60 ressortissants ivoiriens qui s'étaient réfugiés au Ghana en 2011 de retour en Côte d'Ivoire. Ils ont foulé le sol ivoirien le 9 juillet dernier. Ce retour volontaire a été possible grâce à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Les précisions de Moussa Konaté. C'est la joie des retrouvailles. Olivier Lallier est heureux de revoir ses parents et proches. Réfugié au Ghana depuis 2011, il est aujourd'hui de retour au pays. 10 années, ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 10 jours. On a traversé des difficultés, en tout cas des amertumes et autres. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux de rentrer dans notre pays. Dans ce convoi, ce sont 60 personnes résidant au Ghana depuis la crise post-électorale qui retrouvent la mère patrie. Leur retour volontaire a été facilité grâce aux actions conjointes du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et de la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Le pays aujourd'hui est en paix. Depuis l'amnistie qui a été décidée par le chef de l'État, vous savez, tout le monde est rentré. Il n'y a vraiment aucune menace. Leur retour vraiment face des émules, en sorte que ceux qui sont encore là-bas, qui hésitent, puissent leur emboîter le pas. Désormais sur le sol ivoirien, ces réfugiés vont donc bénéficier de soutien et encadrement. Notamment, leurs enfants pourront intégrer le système éducatif. En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, nous avons une plateforme qui s'occupe spécialement de l'insertion ou de la réinsertion des enfants depuis 2011. Il y avait plus de 4000, disons 4600 qui ont été insérés dans les circuits scolaires. Plus de 20 000 dans les secondaires. Selon la DARA, 300 000 Ivoiriens avaient trouvé refuge hors du pays en 2011. À ce jour, plus de 280 000 sont rentrés en Côte d'Ivoire. Bientôt la création d'une plateforme d'échange pour préserver la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Des experts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des représentants de l'Union africaine se sont réunis récemment à Korogo, dans la région nord du pays. Des précisions de Sie Kwasi et Godefroy Okambawa. 10 régions de la partie nord du pays en consultation à Korogo, à l'initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. L'objectif est de créer une plateforme d'échange et de réflexion sur des thématiques liées à la promotion de la paix et la résilience face aux effets néfastes du changement climatique. Pour réussir ce coup, le gouvernement a fait appel à des experts de l'Union africaine et de la CEDEAO. Après
avoir suivi ces acteurs locaux qui ont parlé de la situation sur le terrain telle qu'ils la vivent dans cette région. Ils ont pu s'exprimer, ils ont échangé, ils ont discuté, ils ont cherché. En fait, les causes, les attentes, c'est d'arriver à identifier les causes de ces vulnérabilités pour que finalement les partenaires puissent donner des réponses. C'est donc un thème bien à propos qui a été abordé et sur lequel nous avons essayé d'apporter en tout cas les avis que nous avions pour permettre que ces aspects soient jugulés et que notre pays continue d'avancer sur le chemin du développement. On a souhaité que nous, population, qu'on ait une franche collaboration avec nos forces de l'ordre. Parce que tant qu'il n'y aura pas de franche collaboration avec nos forces de l'ordre, il ne peut pas être efficace. Nous, en tant qu'acteurs locaux qui avons pu bénéficier d'une telle formation, de pouvoir nous rapprocher des parents avec nos forces de défense et de sécurité afin de faire barrage à cette nouvelle forme de violence à nos portes. Notons que la Côte d'Ivoire est le deuxième pays à bénéficier de ce type de consultation, mais avant, ces experts de la paix et du développement économique étaient au Ghana. Ces réflexions vont aussi contribuer à la promotion de la stabilité et de la paix en Côte d'Ivoire. Des membres de l'administration publique, du secteur privé et des organisations internationales se sont réunis il y a quelques jours dans la commune du Plateau en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Kouadio-Konan. Le point, Walter Amadou. Examiner les facteurs générateurs de paix qui contribue à la promotion de la stabilité et de la résilience aux conflits violents en Côte d'Ivoire. C'est l'un des objectifs majeurs de cette rencontre. Rencontre à travers laquelle sont présentés les mécanismes par lesquels la CEDEAO, le MAEP, l'Union africaine et d'autres partenaires pourront soutenir au mieux les actions à entreprendre pour s'attaquer aux causes structurelles des crises. Notre rôle et notre contribution en tant qu'Union africaine et CEDEAO sont de vous accompagner et de vous soutenir techniquement et de toute autre manière pour prévenir, gérer et résoudre les conflits. La présente consultation nationale revêt une importance particulière. Ces réflexions bénéficient de l'implication des ministres Kouadio-Konan Bertin et Miss Belmondo Dogo, respectivement ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est donc à juste titre que le ministère en charge de la solidarité a immédiatement engagé les échanges afin de mieux comprendre le processus dès qu'il a été contacté par la Commission de l'Union africaine en juillet 2019. La Côte d'Ivoire devenait le premier pays francophone et le deuxième pays africain après le Ghana à avoir accepté de s'engager dans ce processus. Par cet engagement, l'État de Côte d'Ivoire montre clairement son ouverture et sa transparence dans les efforts de consolidation de la paix. Cette consultation a duré 2 jours avec des participants issus des organisations nationales et régionales composées de confessions religieuses, de la société civile intervenant dans le domaine de la promotion et de la consolidation de la paix, ainsi que des forces de défense et de sécurité, sans oublier des membres des chambres consulaires et d'organisations internationales. La vaccination est le geste barrière pour mieux lutter contre le coronavirus. « 42 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle.
À la date du 11 juillet 2021, donc la Côte d'Ivoire compte 48 867 cas confirmés de coronavirus, 48 203 personnes guéries, 319 décès et 345 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite. En Côte d'Ivoire, donc, les actions de lutte contre le coronavirus des journalistes scientifiques ont renforcé récemment leurs connaissances sur la lutte contre la maladie. Les travaux se sont déroulés à Jacquesville, dans la région sud du pays. C'est une initiative de l'organisation Médias pour la science et le développement. Les précisions de Patricia Etia. Pour armer les journalistes avec les outils nécessaires à la couverture du coronavirus ainsi que de la crise sanitaire, l'organisation Médias pour la science et le développement a initié 2 jours durant un atelier de renforcement des capacités de 55 journalistes scientifiques. L'objectif est de combattre les rumeurs et parfaire leurs connaissances sur le vaccin et son innocuité afin de susciter l'adhésion des populations à se faire vacciner contre la COVID-19. Accompagner toute la population à se faire vacciner contre la Covid et c'est pour cela que nous sommes passés par les journalistes pour amplifier le message du gouvernement. Parmi les 55 participants, une trentaine de journalistes se sont fait vacciner de leur première dose d'AstraZeneca et 9 autres ont reçu leur deuxième dose après avoir été instruits sur la nécessité et l'urgence du vaccin. Nous, en tant qu'hommes de médias, femmes de médias, il est important pour nous d'être mieux outillés sur la vaccination contre la Covid afin d'informer davantage, de mieux informer. Les journalistes, et en particulier les journalistes scientifiques, sont les mieux placés pour éduquer et surtout éclairer les populations sur tout ce qui se dit sur le vaccin. Quand nous apprenons de nouvelles informations, on sait aussi comment aller écrire, comment adapter nos écrits pour interpeller, pour sensibiliser la population et surtout l'amener à se faire vacciner. Cet engagement de Médias pour la santé et le développement, présidé par le rédacteur en chef central de l'agence ivoirienne de presse AIP, bénéficie de l'appui technique et financier du programme BRECRO, action de l'université Johns Hopkins, financé par l'USAID. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, une vingtaine de journalistes d'investigation, membres de l'Organisation nationale des journalistes d'investigation, ont participé récemment à une formation. Les travaux ont porté sur la gouvernance minière. Les explications de Eugène Atoubé. C'est inédit. Les questions de gouvernance dans les secteurs mines épluchées de fond en comble par les experts et professionnels du pétrole, des mines et de la géologie. Leur auditoire, des journalistes issus de divers médias, est venu de différentes localités du pays. Une formation de 5 jours pour renforcer leurs capacités sur les enjeux du secteur minier dans tous ses aspects, tant au plan national qu'international. Et au final, les journalistes sont appelés à jouer pleinement leur rôle dans la gouvernance du secteur minier. Cette formation va nous amener à aller plus vers les autorités, demander à ce que nous mettent à disposition tout ce qui concerne la gouvernance minière. Le Ghana qui est à 120 tonnes aujourd'hui, l'Afrique du Sud qui est à 130 tonnes, nous sommes aujourd'hui à 38 tonnes. Ce n'est pas encore suffisant et donc ceux qui le font de façon illégale exploitent donc les failles des tests et de la loi en vigueur. Et c'est pour cela qu'il faut renforcer la gouvernance pour que effectivement l'extraction d'or des mines puisse profiter à la Côte d'Ivoire. C'est une formation de courte durée, initiative conjointe du projet GRSE, gouvernance régionale du secteur extractif en Afrique de l'Ouest, le CAMEN, Centre d'excellence africain, mines et environnement minier de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et la coopération allemande GIZ, partenaire financier. L'UNJCI, organisation nationale des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire, espère, avec l'ensemble des acteurs du secteur minier, de nouveaux rapports basés sur la confiance et la transparence dans la quête d'informations nécessaires à l'investigation journalistique.
On était beaucoup habitués en Côte d'Ivoire à l'agriculture, au café, au cacao et autres, tout ça. Sur ces questions-là, les journalistes étaient qualifiés plus ou moins. Mais la gouvernance minière, c'est un thème un peu nouveau pour les journalistes parce que c'est un secteur dans lequel l'État est actuellement engagé. Et donc il s'agit non seulement de diffuser l'information de manière adéquate au sein de la population, mais également pour l'extérieur, afin de vendre la Côte d'Ivoire sur la scène minière internationale au mieux. Le programme GRSE, qui couvre les 4 pays du Mano River Union, vise la durabilité des secteurs miniers au plan social, environnemental et économique. La formation des journalistes d'investigation s'inscrit dans cette visée. Un second volet de cette formation portant sur la gouvernance minière est prévu avant la fin de ce mois de juillet. Les journalistes, une vingtaine au total, seront formés et édifiés sur les questions se rapportant au domaine minier. Ils seront dans leurs rédactions respectives les spécialistes des questions minières. Un reportage de Eugène Atoubé. Dans l'actualité nationale également, le lancement de la 4e édition des Awards de la diaspora, une initiative du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. On en sait plus avec Astou Touré. Face à la presse, le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora a annoncé les grandes articulations de la 4e édition des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne à Destive. Meet-up, partage d'expériences, panels sur des thématiques d'actualité sont au menu de cette grande messe de la diaspora estudiantine ivoirienne. Pour cette 4e édition, 400 candidatures enregistrées dans les 3 pays à l'honneur, à savoir le Burkina Faso, le Maroc et la France. L'objectif étant de faciliter l'employabilité des jeunes diplômés de la diaspora ivoirienne et de favoriser un cadre propice aux études. Depuis 2017, plus d'une dizaine de diplômés ont été insérés. À travers le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, on a la possibilité d'avoir certaines entreprises qui ont besoin de têtes de la diaspora. Le réseau est un peu un pont pour faciliter en fait cette insertion-là entre les entreprises et nous diplômés de la diaspora. La coopération allemande, l'Union européenne et l'ambassade de France soutiennent cette action. C'est un prix qui est donné à un jeune de la diaspora étudiant qui a moins de 20 ans et qui excelle par son parcours académique. Et pour cette année, soit il viendra de la France, du Burkina Faso ou bien soit du Maroc. L'objectif, c'est de pouvoir révéler ce dernier-là aux autorités pour dire que c'est un talent à suivre, une pépite à suivre, parce que demain, il fera partie des personnes qui vont compter pour notre pays et de même que pour tous les lauréats Bac+. Et comme innovation, nous aurons la journée d'orientation académique, dont l'objectif est de pouvoir permettre à nos petits frères d'avoir la bonne information avant d'aller à l'extérieur. Parce que lorsque tu ne prépares pas ton départ, ton arrivée sera très pénible. Donc nous voulons préparer le départ de nos petits frères. Et pour nous, c'est le meilleur héritage qu'on peut leur donner avant d'aller à l'extérieur. Prévu pour les 16 et 17 juillet prochains, les awards de la diaspora estudiantine ivoirienne se tiendront à Abidjan, avec à la clé la grande soirée de distinction avec plus d'une dizaine de lauréats. Direction à présent la commune de Marcory pour visiter le centre artisanal de la ville d'Abidjan. Le CAVA a reçu il y a quelques jours la visite de Félix Anoblé, le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Objectif, comprendre les difficultés et aider les artisans. Les précisions de Dangui Dangui. Là, dans tous ces états, des pièces de toutes les formes, de toutes les couleurs rivalisent de beauté et inondent d'émotions esthétiques le centre artisanal de la ville d'Abidjan, CAVA. Martin, un visiteur, succombe au charme d'un objet d'art. J'ai acheté un léopard. Les choses ici me plaisent beaucoup. Après avoir visité plusieurs stands du CAVA, toucher les pièces, échanger avec les artisans et les commerçants, le ministre de la promotion des PME et de l'artisanat, de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, est impressionné. J'ai été marqué par la présence d'un masque de chez moi, du masque Crewman, qui donc est présent sur ce site et de l'histoire de ce masque sur ce site. Autant dire que le génie des artisans, la patience des commerçants continue de faire rayonner le centre artisanat de la ville d'Abidjan CAVA malgré les défis auxquels ce secteur est confronté. Nous sommes très contents
pour la visite du ministre. Vraiment, c'est une grande première. Tout ce qu'on demande à monsieur le ministre, c'est de faire la promotion pour les artisans et nous aider pour faire les formations. Félix Anoblé s'est engagé à prendre toutes les dispositions pour rendre le CAVA plus visible. Nous aurons des programmes d'accompagnement qui vont être des programmes non seulement de la formation, mais de la digitalisation du travail des artisans. Donc il fallait voir aujourd'hui dans quelles conditions ils sont pour réfléchir et mieux adresser les solutions du futur qui sont proposées par le président de la République pour les artisans de Côte d'Ivoire. Le centre artisanat de la ville d'Abidjan, CAVA, s'étend sur 1,5 hectare dans la commune de Marcory, compte 137 stands et environ 400 artisans. Et puisque nous parlons de la promotion de l'artisanat ivoirien, voyons en image le savoir-faire de l'artiste peintre Roméo de Meva. Roméo de Meva va exposer et vendre ses œuvres lors d'un vernissage le 24 juillet prochain dans le district d'Abidjan. Cet événement est placé sous le thème « La santé par l'art ». À noter que les revenus de ce projet artistique vont aider et soutenir les personnes vulnérables. Bientôt, une nouvelle école primaire pour le village de Gand, dans la région du Guémont, dans l'ouest du pays. C'est une initiative de 2 promoteurs du Forum national du jeune cacaoculteur. Ces 2 personnes sont également des ressortissants du village de Gand. La pose de la première pierre de cet établissement scolaire s'est déroulée il y a quelques jours. Sephora Zegui. Ce hangar, qui servait de salle de classe aux élèves du village de Gand dans la région du Guémont, sera très bientôt remplacé par une salle de classe conventionnelle. 2 fils du village opérant dans la cacaoculture veulent rendre à leur terre natale ce qu'elle leur a donné. Ils viennent de poser la première pierre de la prochaine école de 6 salles de classe dans leur village. Ces jeunes Ivoiriens veulent contribuer à la lutte contre le travail des enfants dans les zones de production du cacao. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao. C'est grâce à ces braves paysans qui donnent corps et âme et toutes les forces pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Donc nous, en tant qu'enfants des planteurs, en tant que des pionniers de la chaîne de valeur du cacao, donc nous, on se doit d'être auprès d'eux pour les épauler et construire des écoles de proximité pour accompagner la première dame dans sa mission de protéger les enfants contre le travail dans des plantations de cacao. Longtemps privés de commodité à l'école, c'est avec beaucoup d'émotion que les élèves et la chefferie du village traduisent leur reconnaissance aux donateurs. Plus de Gand, les 2 bienfaiteurs ont annoncé la construction de plusieurs écoles de proximité dans les zones cacaoyères pour le bonheur des enfants. Il faut rappeler que le village de Gand produit 6% du cacao de Bangolo. Restons dans l'ouest du pays pour revivre l'installation du tout premier sous-préfet de la localité de Tinhou, dans la région du Cavali. Pour en parler, Eugène Atoubé. Dans une atmosphère de fête, les populations accueillent avec infini bonheur Abomahin Djama, le tout premier sous-préfet de Tinhou. À la tête des populations, Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique et présidente du conseil régional du Cavali, et dans le respect de la tradition en pays ouest, elle leur confie leur sous-préfet, l'administrateur prêt à servir et jouer son rôle d'agent de développement. Chère population de Tinhou, je reste convaincu du soutien sans faille que vous m'apporterez dans toutes les actions à mener, en comptant, bien sûr, sur les institutions de monsieur le préfet républicain, avec, bien entendu, l'appui nécessaire des cadres, des travailleurs, des guides religieux, des chefs de canton et de village. Autrement dit, de toutes les couches socio-économiques, toutes tendances et toutes sensibilités confondues. Le processus commence en 2008. Cette année-là, Tinhou est érigé en sous-préfecture, comme souhaité par la population, fils des cadres du département de Bleu-le-Quin. Parmi ceux-ci, la ministre Anne Désiré Ouloto et le défunt ministre Dagobert Banzio, fils de Tinhou. Elle a pris l'engagement d'équiper la résidence du sous-préfet après qu'elle a offert du matériel de bureau et des meubles pour rendre fonctionnelle la sous-préfecture. La présidente du conseil régional du Cavali compte sur le civisme des jeunes et la citoyenneté de toutes les populations pour engager ensemble avec le sous-préfet le progrès de Tinhou.
Si vous vous mettez sincèrement à la disposition de monsieur le sous-préfet, vous aiderez votre autorité administrative à gérer avec loyauté et équité toute la sous-préfecture pour le bonheur de sa circonscription et pour le bonheur de chacune et de chacun. Théon est situé à 25 km de Bleu-le-Quin dans la région du Cavali, non loin du fleuve de même nom et fait frontière avec le Libéria voisin. Cette nouvelle sous-préfecture compte 6 villages. En image, direction l'Afrique du Sud, où les autorités judiciaires examinent aujourd'hui le recours en justice de l'ex-président Jacob Zuma, ce dernier englué dans de multiples scandales et accusations de corruption. Enfin, au Brésil, le président Jair Bolsonaro, de plus en plus critiqué dans le pays parce que fragilisé par sa gestion de l'épidémie de coronavirus et par des soupçons de corruption. Selon un sondage publié ce week-end, 54% des Brésiliens sont favorables à l'ouverture d'une procédure de destitution contre le président d'extrême droite. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis.